Yes, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout fonctionne de votre côté? Ah, oui, salut, bonsoir. Hello, Alors, je salut. suis désolé, j'étais en Bonsoir. train de terminer un appel. Bonsoir. J'étais en train de terminer un appel. Je pensais que Hugo avait déjà commencé, mais il ne sera pas là ce soir. Bon, très rapidement, je vais introduire le coaching. Ce soir, vous l'avez compris, on va parler de pas mal de choses, mais on va principalement parler de mindset. Et l'idée, c'est vraiment de vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que tout part de là. Comprendre pourquoi c'est la chose qui peut littéralement tout changer pour vous et qui va vous permettre d'obtenir des résultats si, en tout cas, vous faites ce qu'il faut pour. Donc, on a quelques dernières personnes qui arrivent, mais on va pouvoir commencer. Je suis super content de voir tous aussi nombreux. C'est pas souvent que je fais des coachings groupés parce que aujourd'hui, c'est vraiment Hugo et Stéphane qui ont la main sur la partie pédagogique et qui le font avec brio. Mais ça me fait plaisir de voir toujours la communauté évoluer. Donc, tac, 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 je reprends mes petites notes et on est bon, on va pouvoir démarrer. Donc, comme vous le savez, ce soir, on va parler de mindset. Et la première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui fait selon vous qu'on ait autant de résultats chez Momentum? Que ce soit au sein des équipes qu'on gère, que ce soit au sein du programme d'accompagnement qu'on a créé. À cette question, vous pourriez répondre que parce que au niveau de Momentum, au sein de Momentum, on travaille dur, on est carré, etc., etc. Vous pourriez me dire que c'est parce qu'on a des compétences, c'est parce que ça fait un moment qu'on fait ce qu'on fait et que c'est ça qui nous permet d'avoir du résultat. Et dans la réalité, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. Parce que finalement, avoir des compétences, être carré, faire ce qu'on fait depuis un moment, premièrement, on n'est pas les seuls à le faire. Et au sujet de la compétence et du fait d'être carré, c'est normal. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel d'être compétent et carré, même si sur le marché tout le monde ne l'est pas, c'est la base. Ce qui fait la différence au sein de Momentum, que ce soit au sein du programme, ce qui fait que autant de personnes ont du résultat. Et là, je pense que vous l'avez vu dernièrement avec les derniers témoignages. Léo qui fait son premier mois à 4000. Stéphane qui fait 9500 € de commission en un mois auprès d'Allegria. Des personnes comme Kevin qui font 30 000 € de commission. Enfin, voilà, il y a vraiment des résultats constamment au sein de Momentum. Et ce qui fait qu'on arrive à avoir ce niveau-là et ce qui fait qu'on arrive à avoir autant de résultats que ce soit au sein des équipes ou au sein du programme, c'est une seule chose, c'est l'état d'esprit, le mindset qu'on arrive à transmettre dans tout ce qu'on fait. C'est l'état d'esprit qu'on arrive à transmettre quand on crée une équipe de vente. C'est l'état d'esprit qu'on arrive à vous transmettre dès que vous rejoignez le programme et qui vous permet de commencer avec, si je puis dire, les bonnes bases, tout simplement. Et justement, on va en parler. Et on va commencer avec une question qui est très simple et qui va dans la continuité de ce qu'on vient de voir, c'est pourquoi est-ce que le mindset, c'est l'aspect le plus important dans votre processus de réussite? Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez mettre en place, ça va partir uniquement de votre état d'esprit. Parce que votre état d'esprit, aujourd'hui, c'est celui qui va dicter vos actions, c'est celui qui va dicter vos réactions, c'est celui qui va créer ou changer vos habitudes et donc qui va impacter la personne que vous êtes, votre identité profonde, autant que les résultats que vous obtenez par extension, tout simplement. Pour que vous compreniez bien une chose, aujourd'hui, vous pouvez mettre deux personnes exactement avec la même activité et même si je peux dire les mêmes chances de réussir, ces deux personnes, elles peuvent avoir des résultats complètement différents si elles n'ont pas le même état d'esprit. Pourquoi? Encore une fois, hop, je vais lancer l'enregistrement. De toute façon, j'ai une petite caméra juste à côté, donc bien vu, Ludmila. Tac. Allez, c'est parti. Donc, ma question c'était pourquoi est-ce que deux personnes qui font la même activité et qui ont les mêmes chances de réussir peuvent obtenir des résultats différents si elles n'ont pas le même état d'esprit? Encore une fois, parce que c'est votre état d'esprit, c'est votre mindset qui va dicter vos actions. Et par extension, votre capacité à être convaincu de cette capacité à réussir qui va vous pousser à continuer, même quand c'est compliqué. Honnêtement, je ne saurais pas dire combien de personnes j'ai vu arrêter leur activité ou changer de plan dans la même activité juste parce qu'ils n'arrivaient pas à résoudre
une problématique. Pareil, combien j'en ai vu passer de l'e-commerce au trading, au copywriting, puis au closing, puis à X ou Y business, puis à X ou Y opportunité. Même au sein de Momentum, hein, j'en ai vu qui avaient toutes les chances de réussir au sein de ce programme, mais qui, dès lors qu'il y a eu un petit peu de difficulté, ont choisi de switcher sur du dropshipping. On choisit de dire, ouais, ça m'intéresserait peut-être un peu plus de lancer une agence SMMA. Ça prouve que ce n'est pas un problème de business, c'est un problème de mindset. L'état d'esprit avec lequel vous allez aborder les choses et avec lequel vous allez aborder votre parcours dans l'entrepreneuriat, c'est littéralement plus important que ce que vous faites au jour le jour. C'est plus important que le business que vous avez lancé. Parce qu'avec un mauvais état d'esprit, un mauvais mindset, vous pouvez littéralement vous retrouver à faire les bonnes choses, à être auprès des bonnes personnes, mais malheureusement à ne pas obtenir les bons résultats. Et c'est ça les ravages, finalement, de ne pas avoir un bon état d'esprit et de ne pas être calibré pour la réussite. Donc, je le répète aujourd'hui, on ne va pas parler de closing. Aujourd'hui, on ne va pas parler de business, on va parler vraiment de vous et de votre état d'esprit. Et je veux qu'à la fin de cet accompagnement, à la fin de ce coaching, vous ayez la prise de conscience qui va vous permettre soit d'améliorer ce que vous faites déjà si vous avez un très bon mindset et on va dire de magnifier les actions que vous mettez en place aujourd'hui, soit de comprendre qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans votre approche, qui vous empêche peut-être à l'instant T d'avoir les résultats que vous voudriez avoir et de pouvoir corriger le tir. Ok ? Hop, j'ai Philomène qui vient d'arriver. Et on va commencer avec le point numéro 1. Le point numéro 1, il est très simple. C'est aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous devez être profondément convaincu que vous allez y arriver ? Même si pour le moment, il n'y a rien qui prouve que ça peut être le cas. Quand je dis ça, souvent, les gens se trompent. Et souvent, ils ne comprennent pas où je veux en venir. Ce que je dis, et c'est vraiment bien important que vous l'imprimiez, que vous le notez, c'est que vous devez être convaincu que vous allez y arriver, peu importe vos objectifs, que ce soit de devenir millionnaire un jour, que ce soit de changer votre vie, d'avoir plus de liberté, de créer une famille, de marier le ou la personne de vos rêves. Ce que je dis, c'est que vous devez être convaincu que vous allez arriver à faire ces choses-là si c'est vos objectifs. Par contre, ce que je ne dis pas, c'est que vous n'avez pas à savoir à 100% comment est-ce que vous allez y arriver. Vous n'avez pas à savoir au bout de combien de temps est-ce que vous allez y arriver. Oui, vous devez avoir un plan. Oui, vous devez avoir une idée en tête de quand est-ce que vous voulez y arriver et quand est-ce que vous aimeriez y arriver. Mais en aucun cas, ça ne doit altérer votre capacité à être convaincu. Parce que peu importe si ça change ou que, par exemple, je ne sais pas, vous vous retrouvez à dépasser le délai d'atteinte du résultat que vous aviez en tête, peu importe. Ces deux aspects, le comment et le quand, si je vous demande effectivement de ne pas vous concentrer sur ça, c'est parce que vous ne pouvez pas le contrôler à 100%. Et aujourd'hui, passer du temps et se concentrer sur quelque chose qu'on ne peut pas contrôler à 100%, c'est un non-sens. C'est un non-sens parce qu'en face, vous avez des choses que vous pouvez contrôler à 100% qui, vous le savez, si vous les mettez en place, vont vous apporter du résultat. Donc pourquoi effectivement ne pas passer 100% de votre temps à essayer d'améliorer ces choses-là qui de facto, un jour ou l'autre, vont changer votre vie, plutôt que de vous concentrer sur des choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Et ça, c'est quelque chose que je vois très, très, très souvent. Je vois des closers qui envoient des messages à différentes entreprises, etc. et qui peut-être au bout de 5 ou 6 refus, arrêtent de chercher une entreprise. Mais on s'en fout des refus. Parce que ce n'est pas vous qui contrôlez si oui ou non cette personne, elle va refuser. Vous, ce que vous contrôlez, c'est simplement de faire les choses de la meilleure manière. Envoyer le bon message, avoir la bonne approche. Quand vous êtes dans un rendez-vous de recrutement pour une collaboration, arrivez, être carré, parler correctement, montrer que vous avez envie de collaborer avec la personne et de lui apporter du résultat. Ça, vous êtes au contrôle. Donc, pourquoi ne pas mettre 100% de votre énergie sur ça plutôt que sur la peur de ne pas être accepté? Pensez-y. Au-delà de ça, pourquoi est-ce que le comment et le quand, c'est un non-sens de vouloir les contrôler? Parce que demain, et pour ceux ici qui connaissent, je vais vous parler d'une personne à qui c'est arrivé, mais demain, vous pouvez être diagnostiqué d'une maladie grave ou d'un accident qui vous invalide littéralement pendant 1 ou 2 ans. J'ai un ami qui s'appelle Kémil.
il réussit vraiment dans l'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui a des très gros résultats. Du jour au lendemain, à 26 ans, il s'est retrouvé avec un cancer. Pendant 1 an, incapable de faire du business. Ça, il ne pouvait pas le contrôler. Alors que, juste avant ça, ses objectifs, c'était de faire le million, c'était de se marier, il y avait sa petite fille qui allait naître. Tout était en route correctement. Et il s'est mangé une maladie grave qui l'a invalidé pendant 1 an. Est-ce que ça l'a empêché d'atteindre certains de ses objectifs? À l'instant, oui. Mais ce qui compte, c'est l'objectif, plus que le délai. Demain, dans l'autre sens, de l'autre côté, demain, vous pouvez vous retrouver à faire une rencontre, un petit peu par hasard, oui ou non, on va dire, mais demain, vous pouvez vous retrouver à faire une rencontre qui va vous donner accès à un business peut-être totalement différent de ce que vous aviez en tête à la base, peut-être totalement différent de ce que vous faites actuellement, mais dans lequel, au vu de vos compétences, au vu de votre expérience, vous allez pouvoir vraiment apporter du résultat et peut-être que ce business-là, il va vous rendre millionnaire en 6 mois, alors que vous galérez depuis des années. Pour la deuxième option, c'est ce qui m'est arrivé. Donc là, je suis vraiment en train de parler d'expérience. J'ai galéré pendant des années. Pendant des années, je me suis battu à faire les montagnes russes, à perdre tout mon argent, à remonter des business, à tout reperdre, à me retrouver à Bali en scooter avec 50 € sur mon compte, à prier que je n'ai pas un putain d'accident parce que sinon, j'ai même pas de quoi me payer une opération ni un billet retour en France. Donc là, je vous raconte ma vie. Encore une fois, le but ce soir, c'est pas de parler de moi, c'est de parler de vous. Mais ce que je veux vous dire, c'est que après tout ça, il y a eu Momentum. En parallèle de Momentum, il y a eu Infirmière Libre, un business qui a fait plus d'1 million d'euros en l'espace de 6 mois et qui a dépassé le million d'euros maintenant. Et il y a eu plein d'autres opportunités dont je ne vais pas forcément parler parce que le but, ce n'est pas de raconter ma vie, mais il y a eu plein d'opportunités, il y a eu plein de choses qui se sont passées juste parce que je ne me suis pas concentré sur le comment ou sur le quand, mais sur le fait de faire les choses correctement. Et on va en revenir et vraiment, croyez-moi, ce soir, on va aller en détail dans cet aspect-là. Bref, pour revenir au sujet de la conviction, ce que je veux dire quand je dis que vous devez être convaincu que vous allez atteindre vos objectifs, c'est que tous les jours, vous devez vous lever avec la croyance profonde que peu importe ce qui va arriver, peu importe les difficultés, peu importe ce que vous allez rencontrer, c'est pas grave. Vous allez le faire. Parce que, et il y a un livre, je trouve, qui traite très bien du sujet, on dit que l'obstacle est le chemin. Et c'est une vérité. Quand vous avez un obstacle en face de vous, quand vous avez quelque chose qui vous empêche d'avancer, créer cet obstacle, ça crée un nouveau chemin. Donc, dans cette situation, finalement, si on veut un peu imaginer les choses mentalement, le but, c'est pas de changer de chemin. Parce qu'on ne sait pas si sur l'autre chemin, on ne va pas rencontrer d'autres obstacles. Non. Le but, c'est de rester sur le même chemin et de fracasser l'obstacle qu'on a en face de soi. Maintenant, vous l'avez vu au début du programme, il y a toute cette partie sur le Success Morning et le fait de vraiment tous les jours se confronter à ses objectifs, tous les jours visualiser ses objectifs. Ça, si on l'a mis en début de programme, c'est parce que c'est un moyen de rester convaincu. C'est parce que c'est un moyen de continuer continuellement à regarder les choses, pourquoi vous vous levez tous les jours, même si c'est dur, même si pour le moment ça ne fonctionne pas pour vous. Maintenant, comment est-ce qu'on fait aussi pour se mettre sur le chemin de ses objectifs et rester convaincu? Parce que là, je partage pas mal de choses au niveau mindset, très peu au niveau pratique. Et le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est que si vous voulez vous mettre en chemin pour atteindre vos objectifs, vous allez devoir vous fixer des objectifs à atteindre, mais le but, c'est de regarder sur 12 mois et de comprendre que durant les 12 prochains mois, il y a des actions qui vont vous rapprocher de vos objectifs sur le long terme. Ensuite, l'objectif, ça va être vraiment de découper cet objectif en actions intermédiaires que vous allez appliquer à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois, à 1 an. Et ensuite, la seule chose que vous allez avoir à faire, c'est tous les jours faire ce qu'il faut pour atteindre cet objectif. Faire ce qu'il faut pour atteindre votre objectif à 1 mois. Faire ce qu'il faut pour atteindre votre objectif à 3 mois, à 6 mois, à 1 an. Je me fais accompagner actuellement par un coach en prise de décision et je suis son plus petit client. Aujourd'hui, il accompagne des personnes très connues sur le marché français, les leaders du marché.
sans citer de nom, aujourd'hui, le plus gros infopreneur du marché francophone est accompagné par cette personne. Et une des choses qu'il m'a partagé quand je lui ai dit que mon objectif, mon gros objectif, il me paraissait tellement gros qu'il me faisait peur, c'est que ça ne sert à rien de regarder cet objectif-là et d'avoir peur. La première chose à regarder, c'est l'objectif à 1 an. Parce que c'est après cet objectif à 1 an que je vais pouvoir savoir si je suis sur le bon chemin ou pas. C'est de regarder l'objectif à 6 mois, l'objectif à 3 mois, l'objectif à 1 mois. Parce que, en fait, l'idée de se fixer des objectifs avec des étapes intermédiaires, c'est qu'à chaque étape intermédiaire, vous allez pouvoir faire un bilan et comprendre pourquoi ce qui a fonctionné et au contraire, pourquoi ce qui a foiré a foiré. Et de cette manière, en analysant vraiment les choses et en prenant le temps de regarder les choses en face, sans vous mentir, sans essayer d'être validé par les autres ou autre, vraiment en étant honnête avec vous, vous allez comprendre comment pouvoir redresser la barre et surtout, quoi changer pour que ça fonctionne. Donc, on arrive au point numéro 3 et un petit peu dans la continuité de ce point numéro 2, maintenant, je vais vous parler de la vraie façon de réussir. Parce qu'il n'y a pas 36 façons de réussir, il n'y a pas 36 façons de voir les choses. Alors oui, il y a des milliers de business dans lesquels on peut réussir, il y a des milliers d'opportunités dans lesquelles ça peut fonctionner. Ça, c'est un secret pour personne. Mais juste avant, on a parlé d'objectifs, on a parlé de devenir millionnaire, on a parlé de gagner 5 000, 10 000 euros par mois, on a parlé de devenir libre. Potentiellement, aujourd'hui, si vous êtes encore salarié, de quitter ce travail que vous détestez pour pouvoir gérer votre vie comme vous le voulez. On a parlé de créer une famille, d'épouser le ou la personne de vos rêves, etc., etc. Mais tout ça, c'est que des objectifs finaux. Ce ne sont que les choses qui aujourd'hui vous font rêver et qui vous poussent en partie à vous lever tous les matins avec l'envie de tout éclater. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que quand on parle de succès, tout le monde pense que le succès, c'est atteindre un objectif final. Et c'est en partie vrai, je ne vais pas dire le contraire. Mais si je dis que c'est en partie vrai, c'est parce que, comme son nom l'indique, c'est qu'une part de la vérité. Parce que le succès, c'est aussi et avant tout un processus de réussite action par action. Trop souvent, ce que je veux dire par là, c'est que on va avoir tendance à regarder le succès un petit peu comme une médaille, comme le produit final. Mais finalement, il y a très peu de personnes, et même dans le monde en général, quand on parle avec des personnes, etc., il y a très peu de personnes qui regardent quelles ont été les actions qui ont permis de décrocher cette médaille. Je m'explique. Pour que ce soit vraiment plus proche de ce que vous connaissez et vraiment que ça vous parle, je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, prenez la maison dans laquelle vous vivez, ou l'appartement, l'immeuble dans lequel vous vivez. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que cet immeuble n'est pas en train de s'écrouler sur votre tête? Je vous laisse me répondre très rapidement, je vous laisse activer les micros, me répondre. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que votre habitation n'est pas en train de vous tomber sur la tête, littéralement? Philomène qui dit les fondations. Effectivement, c'est une part de la réponse. Yes, Vigo. Le temps mis à construire. Il y a des maisons qui se construisent, des immeubles et des maisons qui se construisent très très vite en ce moment. Et on voit qu'il y a déjà des fissures, des écroulements, plein de choses. Par ailleurs, une maison qui prend le temps d'être construite, qui prend plusieurs mois, ne serait-ce que les fondations, comme a dit Philomène, elles perdurent dans le temps et 50 ans, 80 ans, même 300 ans plus tard, elle est encore là. Exactement. Corentin qui disait l'entretien aussi. J'ai eu une autre réponse dans le chat, je l'ai vu passer. Hop. L'étude de la structure. En fait, dans la globalité des réponses que vous m'avez données, vous avez tous raison. Il n'y a pas de sujet sur ça. Mais ce que je veux dire quand je dis que quand on pense au succès, on pense au produit final et pas aux actions qui ont permis de décrocher le produit final, c'est que aujourd'hui, si cette maison dans laquelle vous vivez, si cet appartement, cet immeuble dans lequel vous vivez, il n'est pas en train de vous tomber sur la tête, c'est littéralement parce que les personnes qui l'ont construite, quand ils l'ont construit, ils se sont concentrés tous les jours sur le fait de poser chaque brique parfaitement, brique après brique, ciment, je ne sais pas comment on dit
application de ciment après application de ciment et brique par brique, ils se sont concentrés sur le fait que tout soit parfait. Sur le fait que les niveaux soient bons, que les murs soient droits. Et seulement à la fin, ils ont dézoomé et ils ont vu le produit final qui était la maison, l'immeuble ou autre, terminé et prêt à ne pas s'écrouler, littéralement. Vous comprenez là où je veux en venir? Si je dis ça, c'est parce que bien souvent, quand on regarde un objectif, un gros objectif, bah, ça peut faire peur. Souvent, quand on commence et qu'on regarde cet objectif de se dire bah, ouais, je vais faire 5 000 € par mois ou je vais faire 10 000 € par mois avec le closing ou comme Kevin, je vais aller chercher les étoiles et chercher des 30 000 € en un seul mois de commission. Ouais, ça peut faire peur. Ça peut faire vraiment peur. Et je vous garantis que quand j'ai commencé ce chemin du business, quand j'ai commencé voilà, ce chemin dans ce monde-là, j'avais aussi très très peur. Je pensais que c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel, juste arriver à générer 2 000 € par mois en ligne. Et en fait, quand on regarde ces gros objectifs, bah, on a tendance à être anxieux. On a tendance à remettre en question des choses qui ne devraient pas être remises en question. Par contre, si on commence à regarder les choses d'une manière différente et qu'on commence à se concentrer sur comment réussir toutes les micro-actions quotidiennes qu'on se fixe et qui, on le sait, nous rapprochent de ce gros objectif, bah là, à ce moment-là, tout s'éclaire. Et là, on commence sérieusement à se rapprocher de l'atteinte de cet objectif final. Et surtout, on devient beaucoup plus serein, on est beaucoup plus en compréhension, on a beaucoup plus de clarté et on est en tout cas bien moins dans une situation qui est inquiétante. Donc, retenez une chose, et c'est vraiment l'aspect le plus important de ce coaching aujourd'hui et de ce que j'ai voulu vous transmettre, c'est que si vous voulez gagner à grande échelle, si vous voulez atteindre ces gros objectifs, bah, commencez à vous concentrer d'abord sur le fait de gagner à petite échelle, de gagner tous les jours sur les actions que vous devez faire et qui vous rapprochent de cet objectif. Sans quoi, les gros objectifs que vous êtes fixés, les buts que vous voulez atteindre dans 1 an, 2 ans, 3 ans, bah, ça restera que des rêves. Donc, voilà pour ce coaching mindset. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit rapide, concis et clair. Maintenant, place aux questions-réponses. Je vais répondre à un maximum de questions vraiment concernant le mindset. N'hésitez pas. C'est parti. Voilà, Soyez pas timide. Dans un de tes coachings, tu parles justement de ce processus-là. Je sais pas si c'est toi ou Lucas qui donne l'exemple de la muraille de Chine. Mmh. Dans un coaching groupé, j'ai vu ça. Exactement. Et les mecs, ils n'ont pas posé 5 briques sur ton livre. Oh, c'est bien, on a posé 5 briques. Ils se sont dit que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, bah, ça donnera un truc de dingue, quoi. Exactement. Et chaque personne qui a contribué à la création de la muraille de Chine, quand il l'a fait, il s'est concentré sur le fait de poser chaque brique parfaitement. Yes, Thibaut. C'est très intéressant, c'est dans la muraille de Chine. Forcément, le mec il avait une vision un peu comme l'architecte, l'artiste. Avant de faire le petit coup de pinceau et de vraiment aller chercher les détails, il y a besoin d'avoir cette vision macro hyper large. Exactement. Comment est-ce que tu peux la construire? Pour un objectif simple, il y a Smart, ça plutôt pas mal pour les micro-tasking. Est-ce que tu as une astuce? Comment est-ce que toi tu as dépeint, alors je sais que parfois c'est très personnel, comment est-ce que tu as dépeint cette vision macro? Je pense que ça commence vraiment par se demander ce qu'on veut vraiment soi-même, ce qu'on veut vraiment au fond de soi et pas ce qu'on pense vouloir pour les autres. Parce que souvent, quand je vois des personnes se fixer des objectifs, ils le font un petit peu par rapport à la validation des autres. Par rapport à des objectifs qui, ils le savent, vont plaire aux autres. Non. Aujourd'hui, pour avoir une bonne vision et pour savoir pourquoi on fait ce qu'on fait, il faut le faire pour soi-même. Je vais donner un exemple. C'est un exemple vrai. J'ai déjà vu des personnes dans ce cas-là. Aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif de tout le monde de mettre sa famille à l'abri. Il y a des personnes que j'ai côtoyées dans le business et que j'ai connues pour qui la valeur de famille n'avait aucun intérêt. Eux, leur objectif, c'était simplement de se challenger constamment et de voir s'ils sont capables de faire plus d'argent. Mais ils étaient honnêtes sur ça. Et c'était leur façon de voir les choses. Et je respecte beaucoup plus ça. Je respecte beaucoup plus un mec qui me dit « Moi, j'en ai rien à foutre
de mettre ma famille à l'abri qu'un mec qui va me dire, moi, mon objectif, c'est de mettre ma famille à l'abri. Moi, je fais ça pour mettre ma famille à l'abri, je fais ça pour aider les miens, mais qui au final, n'en a rien à foutre. Tu vois? Parce que la différence entre le premier et le deuxième, c'est que le premier, entre guillemets, sa famille, elle s'attendra à rien. Alors que le deuxième, quand sa famille, elle va s'attendre à une aide, parce qu'il aura partagé cet objectif-là. Quand sa famille, elle va attendre, je ne sais pas, que ce mec-là, potentiellement, leur paye le loyer quand il devient millionnaire, etc. Il ne va pas leur payer le loyer, il va s'acheter une Rolex. Donc, je respecte beaucoup plus quelqu'un qui ne ment pas sur ses objectifs et qui est honnête avec soi-même et les autres que quelqu'un qui fixe sa vision par rapport à la validation d'autrui et qui n'est pas aligné avec ce qu'il fait. Maintenant, au-delà de ça, je pense que oui, il faut fixer ses objectifs pour soi-même pour avoir une vision claire. Et ensuite, pour dépeindre cette vision, je pense qu'il faut passer à l'action et il faut expérimenter. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, il faut expérimenter par tous les moyens possibles. L'expérimentation, ça peut être de la lecture, ça peut être du voyage, ça peut être des conversations. On est dans un monde où on a besoin d'expérimenter. Yes, Hugo. Yes, Romain. Je vais juste rebondir sur un point que tu viens d'aborder qui est important pour répondre aussi un petit peu à Thibaut. C'est important d'avoir vraiment vos propres objectifs. Ouais. Pour la raison que Romain vient de donner, mais aussi pour autre chose. C'est-à-dire que demain, si je me fixe des objectifs qui sont des objectifs un petit peu courants, c'est-à-dire que tout le monde a en tête, etc., mais que ça ne correspond pas forcément à ce que je veux réellement, croyez-moi d'une chose, c'est que le matin, votre motivation, elle ne sera pas du tout la même qu'un mec qui a vraiment ses propres objectifs. Hein, ne serait-ce que là, le matin, quand vous vous levez, les petites tâches, vous savez, les petites cookwins dont on parle souvent, etc., tout ça, vous n'allez pas les faire de la même manière. Quand on parle, vous voyez souvent dans le mindset de discipline ou de motivation, qui est quelque chose de différent. La discipline, des fois, on se force presque à faire quelque chose parce qu'on n'a pas la motivation, mais on a la discipline pour. Et ça, croyez-moi que si vous n'avez pas un objectif qui est tangible par rapport à vous personnellement, c'est quelque chose que vous n'aurez pas, la discipline. Exactement. C'est pour ça que c'est un objectif vraiment perso qui est réel, qui est vrai. Exactement. Et combien j'en ai vu dans le business avoir l'objectif de devenir millionnaire parce que c'est cool d'être millionnaire sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux, c'est la mode de devenir millionnaire. Mais il y en a qui sont très heureux à gagner 2-3 000 euros par mois à Bali, tranquillement, et à faire leur petite vie. Et pourtant, il y en a qui seraient très bien dans cette situation-là, qui seraient très bien dans cette tranquillité, et qui essayent de s'infliger un mode de vie qui n'est pas le leur. Donc, c'est très important de se fixer ses objectifs par rapport à soi-même et par rapport à ses propres aspirations, parce que la vie, elle est courte. Alors, d'autres questions? Mathieu, je suis en plein dedans, pas assez d'objectifs vis-à-vis de moi. Exactement. Yes, Melvina. Ouais, moi, c'est une question, c'est comment tu gères, je ne sais pas si ça a déjà arrivé, mais la peur du manque d'argent quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. De ne pas avoir les revenus nécessaires pour payer ton loyer et assumer ta vie que tu avais avant avec le taf salarié. Je crois, très honnêtement, qu'on ne le gère jamais vraiment à 100%. Maintenant, il y a deux tempéraments pour ça. Il y a des personnes pour qui ça va littéralement, il y a des personnes qui vont être littéralement bloquées par ça, qui vont être paralysées, c'est le mot que je cherchais, et qui ne vont pas pouvoir avancer comme ça. C'est en dehors de leur système de performance. Donc, c'est contre-productif pour eux. Et il y a des personnes qui vont être stimulées par ça et qui, grâce à ça, vont performer. L'erreur, encore une fois, c'est d'essayer d'appliquer un système de performance qui n'est pas le tien parce qu'on t'a dit sur les réseaux que c'était la meilleure des choses à faire. C'est ça la grosse erreur. Moi, je préfère quelqu'un qui a un taf salarié, qui fait du closing à côté et qui attend vraiment d'avoir, par exemple, 6-8 mois de salaire de côté grâce au closing avant de transitionner, et pour qui, voilà, c'est OK, que quelqu'un qui va se mettre dos au mur alors que ce n'est pas dans son système de performance. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, sur Internet, on voit tout et n'importe quoi. Tu vas avoir un réel qui va te dire que c'est la meilleure chose à faire de te mettre dos au mur pour réussir et qu'il n'y a pas d'autre solution pour réussir. Et tu vas voir un réel qui va te dire que c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. En fait, c'est jamais tout noir ou tout blanc. La réalité, c'est que
toi, tu dois savoir quel est ton système de performance, pas en te mentant, pas en essayant de te, entre guillemets, de te brider ou autre, mais tu dois savoir comment toi, tu fonctionnes et aller à fond dans ça. Si aujourd'hui, tu as besoin d'avoir un emploi salarié à côté et que tu veux laisser les choses arriver en étant dans le closing, fais comme ça, si c'est ce qui te convient. Par contre… Je me demandais si c'est juste à partir ce côté, tu vois, peur du manque, quoi. Cette peur du manque, après, très honnêtement, on ne la gère jamais. Ouais. Le propre de la peur, c'est qu'on ne peut pas l'effacer. On ne peut pas effacer une peur. Maintenant, on peut avoir des réactions en parallèle on peut avoir des réactions face à ça qui permettent de vivre avec. Ça peut être trouver un emploi salarié pour atténuer cette peur. Ça peut être faire des nuits blanches jusqu'à ce que ton compte soit rempli. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Ça, c'est sûr et certain. Yes, Vigo. Ouais, pour rebondir à ce que tu as dit, moi j'ai quitté mon travail il y a 1 mois. Alors je n'en pouvais plus, c'était vraiment parce que vraiment le salariat je ne pouvais plus. Mais du coup aujourd'hui j'ai l'impression d'être un poisson hors de l'eau. J'ai l'impression de devoir m'adapter vraiment sans pouvoir respirer dans un milieu que je ne connais pas. Okay. L'entrepreneuriat, je pensais que la vie allait être finger is a node. Non, je galère mentalement. Pourtant, j'ai des opportunités, j'ai pas mal de trucs, mais en fait, j'ai un blocage. Je sais pas, je pourrais même pas le décrire. J'ai un blocage qui m'empêche en fait de m'aligner avec mes objectifs et ce que je fais actuellement. Okay. Et il faut en fait que je prenne le là, que je me batte contre moi-même pour m'adapter moi-même à cette nouvelle situation. Ok. Je vais te donner une perspective qui va te permettre de comprendre à l'instant T pourquoi est-ce que tu es dans cette dynamique où tu te bats. Là, imagine-toi que tu rentres dans un labyrinthe. Tu vois les labyrinthes en herbe là, dans les jardins, les grands châteaux, etc. Là, imagine-toi que tu es en train de rentrer dans un labyrinthe et que donc ce labyrinthe, c'est ce nouveau monde pour toi que tu ne connais pas et que en fait, tu avances dans ce monde-là à vue, en essayant de trouver le meilleur chemin, en essayant de trouver la meilleure façon de sortir de ce labyrinthe. Alors que si tu t'étais posé juste avant, tu te serais rendu compte qu'il te suffit d'un putain de drone pour aller au-dessus de ce labyrinthe, regarder la chose d'en haut, donc en prenant de la hauteur, et que grâce à ça, tu aurais pu comprendre quel est le chemin à emprunter pour sortir le plus rapidement de ce labyrinthe. Parce que là, la situation dans laquelle tu es, ce stress, cette incompréhension, le fait que tu ne sois pas aligné, etc., c'est juste nourri par le fait que tu avances à vue. Donc, tu avances contre le mur, tu essaies de le défoncer, mais le mur est plus fort que toi. Parce qu'il y a plein de choses que tu ne connais pas qui t'envoient une répulsion dans la gueule. C'est comme si le mur, il te frappait en retour, tu vois. Et en fait, tu ne peux pas avancer en étant comme ça. Là, et je comprends ça parce que j'étais comme toi, là, tu es dans une situation où tu essayes d'avancer par le passage à l'action, tu essayes d'avancer par le bourrinage, mais il faut que tu sois capable de te poser, d'analyser les choses, de comprendre pourquoi est-ce que tu as ce blocage, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à avancer, et en parallèle de ça, mettre en place les bonnes actions. Dans le business, on parle souvent de process, on parle souvent de méthodes, etc. Et souvent, ça peut faire peur parce qu'on croit que les process, c'est des trucs informatiques super compliqués. Mais en fait, les process, c'est des trucs super simples. C'est juste mettre en place des systèmes qui permettent d'analyser les choses de manière rationnelle. Et aujourd'hui, tu dois être capable de te poser, de comprendre pourquoi tu as ce problème et en parallèle, d'émettre des hypothèses d'action que tu peux mettre en place pour régler ce problème. Et c'est que comme ça que tu sortiras, on va dire, de cette situation où ça n'avance pas. Je vais prendre ton conseil. Magnifique. Ton conseil et je me suis complètement retrouvé dans ce que tu as dit. C'est délirant. C'est délirant. Merci beaucoup. Magnifique. Yes, Christelle. Christelle. J'ai vu Christelle avait levé la main, elle a disparu. J'ai pas allumé mon micro. Je sais pas pourquoi ça a mis que tu avais levé la main, mais tu n'as pas dû faire exprès. Je parle toute seule en plus depuis tout à l'heure. Je disais bonsoir.
bonsoir tout le monde, bonsoir Romain. Yes, bonsoir. Je me demandais, en fait, quand tu commences à avoir des compétences, par exemple, je vais prendre mon exemple, je suis setter, donc je suis à l'aise, tout va bien, ça se passe bien avec les infopreneurs. Comment tu fais pour agrandir ta zone de génie et sortir de ta zone de confort? Qu'est-ce qui fait que tu vas progresser et te mettre te challenger? Alors, il y a énormément de choses que tu peux faire, il y a énormément de choses que tu peux mettre en place. Mais encore une fois, la première des choses, ça va être d'analyser, de comprendre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ce que tu fais, ça fonctionne et comment tu peux l'améliorer et qu'est-ce qui fait dans ce que tu fais, enfin, qu'est-ce qui n'est pas bon dans ce que tu fais qui te ralentit et comment tu peux l'améliorer. Ça, c'est la première chose. Ça passe par la nécessité de documenter constamment ce que tu fais. Dire, OK, voilà, tu prends 5 minutes à la fin de la journée. OK, aujourd'hui, j'ai eu du mal avec ça. Ça m'a empêché d'avoir du résultat. Aujourd'hui, j'ai eu une mauvaise journée parce que quand j'ai eu des prospects au téléphone et qu'ils ont répondu, je n'ai pas réussi à transformer et à les envoyer en rendez-vous. Et ensuite, encore une fois, ça va te permettre de comprendre les problématiques que tu as et d'émettre des hypothèses pour les régler. En fait, que ce soit dans le développement personnel, que ce soit dans le business, que ce soit dans tout dans la vie, la meilleure solution, c'est toujours le passage à l'action. Mais ce passage à l'action, il faut qu'il soit dirigé vers les bonnes actions. Et pour ça, il faut prendre le temps d'analyser, il faut prendre le temps tout simplement de se poser et d'émettre des hypothèses et tester une par une les hypothèses. Ok, merci. Et à côté de ça, je t'invite toujours à élargir ton champ des possibles, te documenter, te former. C'est extrêmement important. On parlait tout à l'heure, c'était Clément, je crois, qui disait ce qui fait que la maison ne s'écroule pas, c'est l'entretien. Se former, c'est de l'entretien. Ça contribue aussi au fait que tout ne s'écroule pas. On n'est jamais dans une dynamique, enfin, dans la vie, on n'est jamais en train de stagner. Soit on régresse, soit on progresse. D'accord, merci. Allez, s'il y a d'autres questions, je suis preneur. Yes, Mathieu. Bonsoir à tous et enchanté Romain. C'est la première fois qu'on s'est au téléphone Exact. malgré les nombreux messages. Exact. Ça fait plaisir de venir parler. Partager. Et du coup, je tenais à dire que là, j'ai mis en stand-by du coup le setting et le closing. Parce que justement, perte de sens, les objectifs, ça allait pas, situation financière trop compliquée. Comme tu le sais un peu, situation familiale assez compliquée et tout. Et du coup, là, je suis retourné au salariat. Ok. Je suis retourné au salariat. Là, je suis à mon poste de travail. J'ai trouvé un poste de travail de veilleur de nuit. Ok. J'ai rien à faire. C'est-à-dire que là, j'ai tout mon temps. Je peux faire du journaling, lire et tout, c'est trop bien. Et du coup, justement, je prends ce temps-là pour me recentrer sur moi, sur tout ce que j'ai à faire, me connaître, savoir qui je suis, savoir qui je dois être. Bien sûr. Et est-ce que tu as des pistes justement sur des process à mettre en place? Faudrait que je re-regarde le module mindset, parce que je sais que le module mindset, je ne l'ai jamais réellement appliqué, parce que je pense que j'avais un peu peur ou je ne savais pas réellement comment le faire. Ok. La première chose que j'ai envie de te demander, c'est aujourd'hui, est-ce que tu es aligné avec cette décision que tu as prise? Il n'y a pas de mauvaise... Le salariat ou... Ouais, il n'y a pas de mauvaise réponse. De retourner au salariat, oui. Ouais. Parce que du coup, situation financière compliquée, je me suis dit en vrai, je ne peux pas rester bloqué sans revenu. Là, j'ai plus de chômage, j'ai plus rien. Donc, Make sense. je me suis dit, je retourne dans le mouvement et je fais en sorte que j'ai quand même un revenu et je remets les bonnes choses en place. Ok, make sense. Donc, tu t'es fait un sas de décompression qui te permet simplement de te réaligner avec les choses. Ok. Un problème que je vois, c'est que tu n'as pas pris le temps de regarder le module mindset. C'est bête dit comme ça, hein. Ça peut paraître pour une blague, mais c'est vraiment important que tu le regardes dans le sens où on a vraiment mis le 20-80 qui permet d'avoir du résultat. Est-ce que tu penses que cette perte de sens en closing, elle est liée au closing en lui-même ou est-ce que tu penses qu'elle est liée à toi? Un peu des deux. Parce que je pense que je n'ai pas forcément trouvé les bonnes équipes et je pense que je n'ai pas été dans le setting et le closing pour les bonnes raisons et que j'ai été uniquement aveuglé par l'argent et par le gain facile entre guillemets et je me suis pris le mur du
faut quand même travailler. Et j'ai quand même fait en sorte d'avoir suffisamment de compétences pour générer des revenus, ce qui n'est pas commun à tout le monde. Donc, je pense un peu des deux. Alors, ce que tu me décris, c'est une problématique de mindset. Purement. Donc, ce qui est très important aujourd'hui, c'est vraiment que tu fasses ce travail de te réaligner sur toi, quels sont tes objectifs. Toi, quelles sont les choses que tu veux réaliser, que tu veux mettre en place. Et surtout, prendre le temps d'analyser tout ce qui t'est arrivé sur les derniers mois. Et encore une fois, d'émettre des hypothèses sur pourquoi ça n'a pas fonctionné. Vraiment plus profonde que juste « je l'ai fait pour les mauvaises raisons ». De comprendre pourquoi tu as fait ce que tu as fait et pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et maintenant, émettre des hypothèses sur « ok, la prochaine fois que tu vas te relancer, qu'est-ce que tu veux mettre en place, qu'est-ce que tu veux faire pour que ça fonctionne ?» Sans quoi, tu vas répéter ces cycles-là. Parce qu'en plus, je crois que pour ta part, ce n'est pas la première fois. Non, j'ai monté un autre projet aussi d'entrepreneuriat où j'ai fait le tremplin. J'ai loué une villa où j'ai réuni des entrepreneurs aussi. Et pareil, le projet était génial, mais ça a bloqué parce que déjà la pression financière était énorme. Il n'y avait pas forcément les clients pour payer justement la villa et tout. J'étais à charge fixe 7-8 000 euros sans compter la nourriture. C'était assez compliqué, il fallait trouver les clients au jour le jour. Et au final, je l'ai abandonné parce que justement, j'avais besoin de cette stabilité financière. C'est pour ça que j'étais retourné dans le setting et le closing pour avoir cette sécurité financière. Bien sûr. Stabilité financière du moins. Et du coup, c'était... Mais du coup, je pense que je suis quelqu'un d'assez influençable et les réseaux m'ont amené à me mettre des rêves dans la tête qui ne sont pas les miens. Voilà, ça c'est un vrai sujet et c'est ce qui fait à mon sens que tu t'es calibré, tu t'es posé sur des objectifs qui n'étaient pas les tiens. Et donc malheureusement quand on se calque sur des objectifs qui ne sont pas les nôtres, on met en place des actions qui n'ont pas de sens. Tu vois? Donc je pense que effectivement c'est très important que tu fasses ce travail de comprendre ce que toi tu veux réaliser et de comprendre quel va être ton véhicule. Aujourd'hui, à mon sens, oui, le closing, c'est un super véhicule pour commencer. C'est un super véhicule pour rapidement prendre son indépendance, réaliser ses objectifs, on va dire, de liberté. Puisque tu vois, hein, les personnes qui ont du résultat dans le closing, ils vivent une vie quand même bien plus libre. Mais derrière, si pour toi, ça doit être une première étape, sers-toi-en comme un véhicule. Tu vois. Mais sois sûr de te fixer des objectifs pour toi-même et de mettre en place les bonnes actions en face. Sans quoi tu vas répéter ce cycle. Oui. Yes, Aurélie. Je vais te mettre la caméra, c'est quand même plus sympa. Bonsoir Romain. Bonsoir. Enchanté. Bonsoir à tous. Moi j'avais une petite question, ça rejoint un petit peu ce qui vient d'être dit. Il y a quand même une réalité, on sent, parce qu'on a fait un peu de setting, un peu de closing, tu vois, depuis le début de l'année, sur le fait que les prospects, en fait, en ce moment, n'ont pas d'argent. Donc, même si on y va, même si ton mindset, moi, ça me parle beaucoup parce que vraiment, je suis à fond depuis des années là-dessus. On a envie, on est là, on est présent, on fait ce qu'on peut et en fait, on se rend compte qu'on a des gens qu'on aimerait aider mais qui n'ont pas les moyens financiers de valider les formations. Donc, même si on fait bien, je pense, notre job, derrière, ça ne suit pas. Donc, moi, je suis un peu comme disait Melvina, au pied du mur. J'ai quitté le salariat il y a 3 ans. Il y a un côté qu'il faut que ça rentre. Mais j'essaye au mieux et en fait ça rentre pas. Donc il y a une peur aussi quand même qui est présente, tu vois, et je me dis qu'est-ce que je fais, comment je peux avancer en ayant envie et en se rendant compte qu'il y a quand même la réalité que la société fait qu'en ce moment tout le monde ne peut pas investir dans les formations, quoi. Il faut arrêter, il faut tout arrêter, il faut abandonner. Les gens ils ont plus d'argent et Cyril Hanouna il a dit que le marché de la formation c'était fini, donc il faut arrêter. J'ai pas envie d'arrêter, je sais que ça c'est une croyance que tu bases sur ton expérience, c'est une croyance que tu bases sur des choses peut-être que tu as vues dernièrement, mais ce n'est pas la réalité. Je vais t'expliquer pourquoi. La réalité. On vient de finaliser le challenge Allegria. Donc vraiment, là, on va parler de personnes sur le marché donc mainstream B2C. On ne va pas parler par exemple du challenge de Jean et Jody qui étaient sur du B2B, donc on s'adresse à des entreprises où les gens, on le sait, ont un peu plus de fonds. Là, on va parler vraiment d'un challenge B2C. En 10 jours, on a fait 3 500 000 euros pour, je crois, un truc comme 250 000 euros d'investis en publicité.
ce n'étaient que des personnes, des particuliers, qui s'intéressent à l'IA et qui ont envie de devenir freelance dans le domaine de l'IA. Donc les gens, ils ont de l'argent. Là, la problématique que tu as, c'est que tu as eu des expériences avec des entreprises, des entrepreneurs qui ont un mauvais marketing et qui attirent en parallèle de ça des leads, des prospects qui n'ont pas forcément des fonds. Je te donne un exemple. Il y a une personne qui est très connue sur le marché de l'e-commerce qui a essayé de faire un challenge, enfin des webinaires dernièrement, et catastrophe. Parce qu'il n'avait que des personnes en appel qui n'avaient pas d'argent. Je me suis posé, j'ai regardé son marketing, phrase d'accroche de son marketing, comment tu peux gagner plus de 20 000 € par mois avec le dropshipping en l'espace de 90 jours. Suis ma méthode. Donc, en faisant ça, en ayant un marketing très catchy comme ça, tu vas t'adresser à des personnes qui n'ont pas d'argent. Donc, forcément, tu vas avoir des leads qui n'ont pas d'argent. Donc, c'est important en tant que closeuse, en tant que setteuse, que tu prennes cette expérience et que tu en tires les bonnes conclusions pour te dire, OK, une personne qui vend un peu trop l'argent facile, ce n'est pas un entrepreneur avec qui j'ai envie d'avancer parce que potentiellement, il va attirer des personnes qui n'ont pas d'argent. Je vous donne un exemple concret. Sur Momentum, nous, ça nous est arrivé. Pourtant, dans les publicités, on ne vend pas le fait de réussir facilement, on ne vend pas le fait de gagner beaucoup d'argent, on parle de 3 à 5 000 €, on ne parle pas de chiffres qui sont faramineux. Mais là, maintenant, on va faire des publicités, on arrête complètement, presque complètement, on va dire, de parler d'argent et on va parler que de liberté. Et on va parler que d'épanouissement, de reconnaissance, etc. Parce qu'aujourd'hui, un entrepreneur qui parle que d'argent va attirer des gens qui n'ont pas d'argent. Alors qu'un entrepreneur, un infopreneur qui va parler de liberté, surtout sur le marché mainstream, hein, ben, il va attirer des gens qui ont de l'argent, qui ont une situation, mais qui ont besoin de liberté. Donc, pour répondre à ta question, ne t'inquiète pas, les prospects ont de l'argent, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'il faut sélectionner, avec cette expérience maintenant que tu as acquise, les entreprises sur le marché mainstream qui s'adressent au bon profil. Sans quoi, tu vas répéter la même chose et ça va être compliqué. Et tu vois, moi j'ai bossé avec Émile sur son lancement. On l'a fait avec le cœur, tu vois, mais on sentait que derrière, il y avait vraiment plein de femmes, de mamans qui avaient envie mais qui n'y arrivaient pas. Donc voilà, il y a juste, j'entends ce que tu dis et c'est très juste, mais c'est pour dire aussi qu'il y a un côté, parfois les gens ont très envie, mais ils n'ont pas les moyens. Voilà. Mais en tout cas, je ne lâche pas, il n'y a pas de souci. Bon, magnifique. Merci. Yes, Philomène. Oui, merci Romain. J'ai eu le petit à gérer, du coup j'étais repartie. Il n'y a pas de souci. Je voulais rebondir un peu sur ce que Mathieu disait aussi. Moi j'ai eu le cas de retourner dans le salariat après des offres sur lesquelles j'avais pas forcément de résultats. Et en fait, avec le recul, je me suis rendu compte que c'est des programmes avec lesquels moi je ne matchais pas. Exactement. Que moi, en fait, ne m'intéressait pas forcément. Et du coup, face aux prospects, on n'est pas convaincant et on n'est pas dedans. Alors qu'aujourd'hui, je suis sur un programme que moi-même j'aurais pu faire, je pense, il y a quelques années. Clairement même que j'aurais pu faire. Et comme moi, je l'ai vécu, le fait déjà d'être avec des prospects qui le vivent aussi, je les comprends. Je comprends ce qu'ils vivent au quotidien. Exactement. Et j'ai pas ce rapport de je close, j'ai de l'argent. Exactement. Je suis complètement détachée du résultat aussi. Et ce qui fait que quand je suis sur mon appel de closing, je ne veux pas absolument closer pour l'argent. Je sais que si je la close, c'est pour elle. Parce qu'elle va changer sa vie, elle va changer complètement son quotidien. Et du coup, j'ai un taux de close là sur les appels. Donc, je fais mes propres settings sur mes clauses et je suis à 65% de close là, je crois, ce fois-ci. Exactement. Donc, j'ai pas beaucoup d'appels, il m'en faudrait plus pour péter les scores au niveau chiffre d'affaires. Mais par contre, voilà, il faut trouver un programme qui vous correspond déjà à vous. Et votre mindset aussi va changer complètement après pendant que vous appelez. Exactement. Ça, c'est vraiment une tendance que j'ai observée dans toutes les équipes de closing qu'on gère. C'est que les closers qui ont le plus de résultats, les closers qui font les plus grosses commissions et surtout qu'ils font sur le plus long terme, parce que ça, c'est souvent un facteur qui peut amener à des mauvaises appréciations, mais les closers qui sont capables de faire ça sur le plus long terme et d'avoir des gros résultats, c'est les personnes qui ont vraiment cette volonté d'aider et d'accompagner les personnes à obtenir ce changement. Il n'y a que comme ça que tu peux être tellement convaincu que tu en deviens convaincante. Donc, ce que tu me dis, ça ne me choque pas, vraiment. Parce que cette image du closer loup de Wall Street, cette image du closer qui va en appel avec le couteau entre les dents et qui veut une seule chose, c'est sa commission, ça marche très bien dans les films,
Ça marche très bien pour ceux qui ont envie de faire du closing pendant 2-3 mois et derrière de se cramer parce qu'ils font n'importe quoi. Mais ça ne marche pas pour les gens qui ont vraiment envie de performer. Donc, très très bien. En tout cas, félicitations pour ces résultats. Yes, Thomas. Attends, il y a Thibaut d'abord. Thibaut, il attend tout à l'heure. Yes, Thibaut. Alors, je reviens un peu sur la partie mindset, parce qu'il y a eu cette réflexion, et j'en ai parlé aujourd'hui lors d'un meeting avec une des équipes. On se demandait par rapport à un prospect particulier qui en fait, son objection, c'est j'ai besoin de sécurité, etc. Et je préfère retourner dans ça que de me faire former. En gros, c'est sur du vent de méthode coaching. Et on s'est posé une question, et c'est assez prompt, et peut-être que ça va faire chercher certaines personnes. Je ne veux pas paraître violent ou quoi. Est-ce que pour toi, quelqu'un qui a envie, et c'est totalement OK d'aimer la sécurité et d'aimer la stabilité, est-ce que pour toi, de ton expérience d'entrepreneur, quelqu'un qui aime la sécurité et la stabilité, c'est absolument pas fait pour lui d'entreprendre, et en fait, c'est juste des gens, parce que c'est mainstream en ce moment de fuck le système, fuck le salariat, je vais faire le pique-nique dans mon van et je vais vivre à Bali, je vais vivre à Madagascar, etc. Parce que c'est mainstream sur les réseaux, parce qu'on est en train de bouffer les reels. Juste regarder vos screen time sur Instagram, ça fait un peu violent ce que je veux dire, mais c'est pas pour autant. En fait, si c'était simple, tout le monde faisait. Si être millionnaire, avec claquer les doigts et faire du closing, il n'y aurait personne à être groupé, tout le monde serait en train de boire des cocktails. Je pense que bon, pour qu'il est riche, il faut qu'il est pauvre, pour qu'il est bon, il faut qu'il est moins bon, c'est la relativité. Bien sûr. Toujours comme ça. C'est celui qui est prêt à mettre les actions en place. Ma question, c'est les 10% qui réussissent dans l'entrepreneuriat, est-ce que c'est pas les 10% des mecs qui justement n'aiment pas cette stabilité, qui n'aiment pas ces trucs-là? Et c'est un peu plus un appel d'introspection, mais est-ce que pour toi, voilà, si tu aimes la stabilité, tu aimes la sécurité, c'est absolument pas fait pour toi l'entrepreneuriat. Il faut mieux revenir vite au salariat avant de perdre trop de temps et trop de machin. C'est pas mon cas, c'est plus une réflexion que j'ai amenée par rapport à un type de prospect auquel on s'est interrogé. Ok. De ma part, de ce que je pense, déjà la première réponse que je peux te donner, c'est que il n'y a pas de réponse exacte. C'est vraiment du cas par cas. Parce qu'on a tous un système de performance, et on a tous un système de travail qui est complètement différent. Maintenant, effectivement, quelqu'un qui veut devenir multimillionnaire, quelqu'un qui veut devenir même ne serait-ce que millionnaire, effectivement, le besoin de sécurité et l'aversion au risque, pour moi, c'est un no-go. C'est un no-go dans le sens où si tu veux devenir millionnaire, si tu veux devenir multimillionnaire, bah, il faut prendre des risques. Tu es obligé de prendre des risques, que ce soit des risques avec ton temps, que ce soit des risques avec ton argent, que ce soit des risques avec ta famille, avec ta vie personnelle. Enfin, il y a énormément de risques à prendre pour espérer atteindre cet objectif. Il ne faut pas se faire, et ça c'est vraiment ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux, il ne faut pas se faire embrigader par le biais du survivant et se dire, ok, mais si lui il a été capable de le faire dans la même situation que moi, je peux le faire aussi. Ça c'est une chose. Maintenant, on parle du fait de devenir millionnaire, on parle du fait de devenir multimillionnaire, pardon. Maintenant, aujourd'hui, quelqu'un qui a envie d'être freelance, qui a envie de générer 3, 5 000 euros par mois, allez, peut-être 8, 10 000, il peut avoir cette nécessité de besoin de sécurité. Moi, je connais des freelances qui font du développement, etc., qui bossent en remote. Ils prennent 7, 8 000 euros par mois à faire la même chose, exactement la même chose qu'ils faisaient quand ils étaient salariés et dans quoi ils prenaient 2 500 euros par mois. Juste parce qu'ils sont freelance, juste parce qu'ils sont en remote, et qu'ils ont cette expertise. Donc, non, je ne pense pas que pour réussir à devenir indépendant, pour réussir à aller chercher de gros résultats, le besoin de sécurité, enfin, aller chercher des résultats au-delà de ce qu'on connaît dans le salariat, donc plus ou moins des gros résultats, parce qu'aujourd'hui, générer 5 000 euros par mois, c'est vraiment le double ou le triple du salaire moyen qu'on retrouve en France. Je ne pense pas que l'aversion au risque ou le besoin de sécurité, ce soit un grave problème. Par contre, pour passer aux étapes supérieures, oui. Là, nécessairement, on ne peut pas y aller sans aversion au risque. Ça, c'est sûr. Je pense que c'est 2 poids, 2 mesures, tout simplement. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a une mode
du business en ligne. Il y a une vraie volonté des personnes de lancer leur propre activité, etc. Et moi, je pense que tout le monde peut essayer, tout le monde a le droit de le faire. Et il faut pas être, je pense pas qu'il faille être, on va dire, négatif par rapport à ça ou le voir d'un mauvais œil. Mais effectivement, tout le monde n'y arrivera pas, non pas parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde, mais parce que tout le monde n'est pas prêt à faire ce qu'il faut et à prendre les portes qu'il faut prendre pour réussir. Moi, je pense que c'est beaucoup plus une question de ça qu'une question de est-ce que tout le monde peut réussir. En fait, toutes les personnes qui se lancent, qui sont un minimum sensées, qui ont un cerveau, deux bras, deux jambes et qui sont en capacité de parler correctement, bah, ils ont la capacité de réussir. Maintenant, derrière, c'est des actions qui vont être mises en place, qui vont séparer le 10% de personnes qui réussissent et ceux qui, malheureusement, n'avancent pas. Yes, Thomas, tu as mis un très très beau t-shirt ce soir. Je ne le reconnais que trop bien. Il a été un peu trop roulé dans la boue, celui-là. Ouais, c'est ça. Moi, je voulais justement rebondir à ce qu'avait dit Aurélie. Justement, en fait, du coup, comment tu peux détecter une mauvaise pub? Du coup, en fait, quand tu cherches ces infopreneurs, est-ce que du coup, tu peux voir en fait toutes les pubs qu'ils font et savoir du coup comment détecter en fait les points en fait où ça va te faire perdre du temps, quoi. Bah, effectivement, tu peux regarder dans un premier temps le positionnement de la personne. Tu peux avoir sur YouTube, sur Instagram, sur les réseaux. Tu peux aussi regarder ses publicités dans la bibliothèque publicitaire de Facebook ou de Google et voir effectivement de facto si la personne a un positionnement qui va attirer des gens qui n'ont pas de budget. Aujourd'hui, dans le domaine de l'e-commerce, il y a énormément de personnes, par exemple, qui sont positionnées avec une approche très catchy, très orientée argent facile. Et de mon avis personnel, c'est jamais une bonne idée de collaborer avec eux. Ouais, ce qu'il va falloir favoriser, en fait, c'est un peu comme avec Momentum, c'est voilà, la liberté géographique, la liberté temporelle. Ouais, en fait, bien sûr. C'est ce côté-là, en fait, c'est ce côté de liberté, pas forcément chercher les fonds vraiment pur et dur, ça va être vraiment en fait d'avoir une situation qui est confortable, en fait. C'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, le fait de parler d'argent, ça va de facto attirer des gens qui n'ont pas d'argent. Ok, ça marche. Yes, Vigo. Merci. Avec plaisir. Yes, Vigo. Ouais, juste, Thomas, du coup, n'hésite pas à les contacter quand même. Tu les contactes, tu leur dis les choses. Déjà, tu montres de l'intérêt. S'ils peuvent, ils améliorent. Et s'ils améliorent, ils se souviendront de toi. Et tu auras, du coup, sur 10 personnes, au moins 1, 2, 3 opportunités. Je pense que ce n'est pas une bonne chose, de mon avis personnel. Je pense que ce n'est pas une bonne chose de contacter un infopreneur en lui disant tes ads, ça ne va pas ou c'est de la perte de temps. Honnêtement, et connaissant l'ego de la plupart des infopreneurs qui ont ce positionnement, c'est une perte de temps sans nom. Je dis 1 sur 3, ça se trouve, il y en a 7 qui vont dire mais tu veux quoi, dégage? Et il y en a 3 qui vont dire ah ok, merci, je vais faire partir à l'étranger. Et du coup, tu t'appelles comment, Thomas? Enchanté. Très honnêtement, 1 sur 10, 1 sur 10. Très honnêtement, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Ok, bon, fais pas alors, fais pas. Parce que souvent, ils sont accompagnés et ils ont une vision des choses qui est biaisée. Et la remise en question pour beaucoup d'infopreneurs, c'est compliqué. Je vous le garantis. À force de pratiquer les infopreneurs depuis des années maintenant, je vous garantis que c'est compliqué. Okay. Ne serait-ce que pour leur faire comprendre que ce qu'ils faisaient en 2022, ça ne peut plus marcher en 2025, c'est déjà compliqué. Alors, si tu essaies de leur faire comprendre que la personne qui cible, c'est pas forcément, enfin le persona, l'avatar client qui cible, c'est pas forcément le bon, alors là, c'est la croix et la bannière. Et c'est pas notre but, c'est pas notre objectif. Ok, bon, fais pas, Thomas. Fais pas. Mais du coup, j'avais un autre truc, c'était, toi, t'en penses quoi personnellement, vraiment ton avis personnel? Comment tu vois le marché d'entrepreneuriat dans 10 ans? Alors, il y a beaucoup de monde qui se lance, ça devient une mode, ça on le sait. C'est une mode. Il y a des gens qui vont pas réussir beaucoup, et il y a des gens qui vont quand même réussir. Et on va être de plus en plus à réussir. On l'a vu, l'État, il est au courant. L'État, il voit qu'il se passe de plus en plus de choses. Et je suis persuadé que c'était juste une petite pichenette, là, les 25 000, et dans quelques temps, on va se prendre des grosses claques. Comment tu vois, non seulement sur la France, mais aussi dans tout le monde entier, cette histoire d'entrepreneuriat? Alors, premièrement,
la pitchnette des 25 000, je crois qu'elle n'a pas été votée pour le moment. Elle n'est pas encore. Ils l'ont pas arrêté, ils l'ont pas enlevé. Mais quoi qu'il en soit, quelqu'un qui veut passer à côté de cette pitchnette, il a juste à lancer une entreprise individuelle et le barème de TVA, il sera à 40 000. Donc c'est toujours faire des gros titres, entre guillemets, mais il y a toujours des moyens de passer à côté. Ça, c'était pour le petit côté fiscal. Je vous invite à vous intéresser à la création de l'entreprise individuelle, une EI, ça s'appelle. Ça permet de retrouver le barème de TVA standard. Enfin, on appelle ça la franchise en base de TVA. Maintenant, je pense que ce n'est pas forcément pertinent de se poser des questions par rapport à un problème qu'on n'a pas déjà. Tu vois? Parce qu'il y a énormément de scénarios qui peuvent arriver. Aujourd'hui, on le sait, genre, pour des entreprises, c'est bien plus intéressant de recruter des freelances que d'internaliser, surtout en France. On le voit par rapport à l'IA, par rapport à ce qui se passe déjà, il y a un énorme déversement dans le monde salarial. Et là, dans les années, ça va continuer encore. Il y a encore des personnes qui vont perdre leur emploi et qui vont être recyclées dans d'autres mondes professionnels. Donc, je pense que pour moi, encore une fois, c'est un faux problème, dans le sens où de toute façon, tout le monde ne réussira pas, c'est comme ça. Et les personnes qui réussiront, ceux qui réussiront le mieux, continueront à créer des entreprises qui elles-mêmes vont avoir besoin de freelance. Donc, moi, je pense que c'est un problème pour le moment qui n'a pas lieu d'être, auquel on n'est pas confronté et que justement, chaque jour, il faut se concentrer sur comment aller chercher un maximum de résultats, comment changer sa vie pour que si un jour ça arrive et qu'il y a entre guillemets trop d'entrepreneurs, tu puisses avoir les moyens de réagir correctement. Mais de mon avis personnel, je ne pense pas que ça risque de changer et qu'il va se passer beaucoup de temps avant que ça change. Ok. Et encore une fois, ce que la France a fait vis-à-vis des 25 000, ça va juste pousser encore plus de personnes à quitter la France. Donc, ce n'est pas un problème. Yes, Vincent. C'était pour rebondir un peu sur ce que disait Vigo, mais ça rejoint aussi ce que disaient Aurélie et Arnaud, si je me souviens bien de son prénom. Mais c'est une question de valeur pour moi. C'est une question de valeur perçue, que ce soit au niveau de l'offre ou de ce qu'on a apporté. Ouais. Pour moi, si tu es capable d'apporter de la valeur, que tu as des compétences à monétiser, tu seras toujours capable d'être rémunéré à hauteur de ces compétences, soit par le salariat, soit par l'entrepreneuriat, pour le biais du freelance. Et c'est pareil pour une offre. Pour repérer une bonne offre, il faut juste être capable de repérer est-ce que l'entrepreneur il amène vraiment de la valeur. Une fois qu'il y a de la valeur apportée, certes, il y a un positionnement marketing qui peut être moyen ou mauvais, mais ça, il y a toujours moyen de le corriger. Après, si tu es capable d'apporter de la valeur, il y aura des gens qui sont en mesure de Totalement. pour ça. Moi, je suis avec un entrepreneur qui fait de la perte de poids. Donc, nous, on touche principalement des femmes entre 40 et 70 ans. Ce n'est pas des gens qui ont des budgets illimités. Pourtant, c'est un accompagnement à 2 000 €. Et là, on va passer à 2005. Et pourtant, ça fonctionne en 2000, 2005 jusqu'à 3000. Je pense qu'on pourrait le vendre sans trop de problème. Ça ne changerait pas grand-chose. Parce qu'il y a des résultats, parce que de l'accompagnement avec béton. Donc, c'est une question de valeur. Donc, en fait, si on se forme et qu'on est capable de performer dans le closing, dans plein d'autres... Tu parlais de l'IA juste avant, Romain. C'est la même chose. Je pense qu'il y a des tournants là qu'on va vivre dans les 10-15 prochaines années. Se former à l'IA aujourd'hui, je pense que c'est ultra pertinent. Ouais. Et ça va permettre de rester... en place et performant sur le marché du travail. Complètement. Et tu parlais d'une chose qui, pour moi, est un protecteur contre toute récession, c'est la compétence. Aujourd'hui, peu importe ce qui se passe, comme tu l'as dit, peu importe ce qui va arriver vis-à-vis du fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui se forment à l'entrepreneuriat et qui essaient de lancer une activité, être compétent et justement être compétent dans le domaine de la vente, qui est un domaine pour moi qui sera pour toujours AI-proof. Ça ne sera jamais remplacé par l'IA. La vente, le contact humain ne pourra jamais être remplacé par l'IA. Ça, pour moi, c'est impossible. Être compétent dans ce domaine-là, ça ouvrira toujours des portes. Et quand bien même, il y a des secteurs où la vente peut être amenée à être remplacée par l'IA, les secteurs où il y a vraiment un besoin de contact humain, je ne parle pas de vendre une pizza, je ne parle pas de vendre un vélo, ou des articles sur Amazon, les domaines où il y a vraiment besoin d'humain, il n'y aura jamais de remplacement par l'IA. Donc effectivement, la compétence profonde et la maîtrise d'une compétence comme la vente,
pour moi, ça assure à quelqu'un qui est dans cette démarche de ne jamais être balayé par quelconque récession. Et on l'a vu, hein, genre pendant des années, l'immobilier à Miami, ça a cartonné. Dès lors que ça a baissé un petit peu et que les brokers à Miami ils ont commencé à gagner moins d'argent, ils sont partis à Dubaï. Ils ont pris les mêmes compétences, ils ont juste changé de marché. Donc, j'en sais rien, peut-être que dans 15 ans ou dans 10 ans, la vente de formation, ce sera plus que c'est maintenant, la vente d'accompagnement sera plus que c'est maintenant. Peut-être que ce sera les softwares, peut-être que ce sera X ou Y chose en ligne. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour ça qu'on ne se base jamais. Et c'est pour ça que moi, je me bats aussi sur ma communication sur YouTube, etc., en parlant de compétences, parce que pour moi, on ne doit jamais se baser sur X ou Y business pour changer sa vie, mais sur les compétences qui permettent de mettre en œuvre un business. Parce que les compétences, on ne peut pas te les enlever. Un business, par exemple comme le dropshipping, du jour au lendemain, il peut y avoir une récession, entre guillemets, vis-à-vis de ce business. Aujourd'hui, le dropshipping, c'est un euphémisme de croire que c'est aussi facile de se lancer que c'était le cas en 2015 ou en 2016. Maintenant, par contre, les compétences apprises en faisant du dropshipping, être capable de créer des sites internet, être capable de faire du marketing, être capable de parler avec des fournisseurs, tout ça, c'est des compétences qui seraient utilisées dans d'autres business. Voilà. Yes, Théo. Oui, merci Romain. Je tenais juste à soutenir justement tes propos et rassurer aussi Vigo par rapport à ça. Vigo, je t'enverrai par la suite des études d'économistes qui font un petit peu des plans sur les 15, 20, 30 prochaines années. La tendance va tourner sur beaucoup plus de freelance et beaucoup plus de gens indépendants contre beaucoup moins de salariés. Donc par rapport à ce que tu disais, le fait qu'il y ait peut-être potentiellement trop d'entrepreneurs, beaucoup plus d'entrepreneurs qui réussissent, je pense absolument pas que ce sera une problématique, bien au contraire. Et pour soutenir encore une fois ce que tu disais Romain vis-à-vis de la vente et même de la communication de manière générale, l'IA pourra jamais remplacer deux bons communicants. Et à partir du moment où tu sais traiter avec l'être humain de manière générale, exactement, ça t'ouvrira toujours des portes dans n'importe quel domaine. Donc voilà, je tenais juste à apporter juste cette petite précision. Et merci pour ce temps de parole. Très juste, très très juste. Ouais, et puis le marché, ce que tu disais, le marché c'est ultra important. Le fait de savoir faire du marketing, de la vente, du relationnel. Aujourd'hui, j'en parlais avec quelqu'un que je connais qui tient un garage automobile, c'est trop con, mais tous les petits garages ils sont en train de fermer et aujourd'hui pour faire réparer ta voiture ça coûte un bras parce que tu vas en concession. Et sauf que le marché de l'occasion repart à la hausse de fou et du coup tous les gens qui veulent faire réparer leur voiture ils n'ont pas envie de dépenser une ruine. Et du coup tous les petits garagistes ils sont overbookés. Moi je suis persuadé qu'aujourd'hui tu ouvres un garage, si tu es bon en marketing, que tu as un bon placement, tu vas gagner de l'argent. Bon, après c'est un autre type de business mais c'est un marché comme un autre. Bien sûr. Ça va mais comme ça et c'est sans fin. Bien sûr. Et il y aura constamment un renouvellement. Et notamment pour les personnes qui ont des compétences. Ça, c'est sûr et certain. Eh bien, je pense qu'on arrive au bout. C'était un très, très bon créneau, des questions très pertinentes aussi. Je suis très content d'avoir pu faire ce coaching. Je vais revenir, je pense, faire un petit peu plus de coaching chaque mois. Je pense un ou deux chaque mois. Pour ma part, je parlerai bien plus souvent de mindset parce que je suis vraiment convaincu que c'est ce qui a changé ma vie et je veux que ça change la vôtre aussi. Donc, quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une excellente soirée et surtout, je vous souhaite de déchirer vos objectifs, d'appliquer ce qu'on a vu ce soir et de créer votre propre réalité. Merci infiniment, Romain. Excellente soirée, ciao, ciao. Merci.